Première grande conférence, premier grand thème, dialogue avec un banquier. Évidemment, c'est une personne aujourd'hui extrêmement importante que votre banquier, et la question est la suivante. Est-ce que le dialogue avec votre banquier prend aujourd'hui une tournure tout à fait particulière, puisque depuis un an, nous sommes entrés en crise sanitaire, mais nous sommes entrés également en crise économique et nous sommes entrés aussi en crise sociale? Est-ce que ce dialogue est un peu plus tendu ou est-ce qu'il est plus ouvert? En tous les cas, dialogue-t-on avec son banquier comme on dialogue avec n'importe quelle personne? Voilà la question. Michel Dubois-Danguin, bonjour. Bonjour Thierry. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, Pendant 30 ans, vous avez travaillé dans la banque. Et dans la banque, vous avez exercé un certain nombre de fonctions importantes, je dirais même la plus importante. Vous étiez celui qui signait ou ne signait pas le crédit demandé. Donc, vous savez exactement de quoi il retourne et tout ce qui peut se dérouler dans l'arrière-cour d'une banque et aussi ce qui peut également se dérouler dans la tête d'un banquier. Avec vous donc, c'est exactement ce que nous allons voir. Vous êtes à la tête d'un cabinet qui s'appelle Venus Forbank et lorsqu'on vous interroge et qu'on vous demande mais quelle est ta profession, vous répondez moi je suis préparateur en négociation bancaire. J'ai jamais vu ça. De quoi s'agit-il? Alors c'est vrai qu'il faut bien s'inventer un métier, une profession. Moi j'ai décidé de faire de la préparation bancaire comme on fait de la préparation sportive. C'est-à-dire que vous avez un événement, souvent les rencontres avec les banquiers peuvent s'avérer déterminantes pour l'avenir de l'entreprise. Une croissance externe mal financée, un outillage, quoi que ce soit, une entreprise en difficulté, vous loupez votre rendez-vous avec les banquiers, votre entreprise, elle prend de la valeur ou elle perd de la valeur. Ma position et mon positionnement à moi, c'est de vous préparer comme des sportifs. Je vais vous affûter pour bien comprendre ce qui se passe dans leur cerveau. Est-ce que le dialogue avec un banquier est si particulier que ça? Ah, il est tout à fait particulier. Certains me diront il faut d'abord tout dire. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain qu'il faille tout dire. Je n'ai pas dit qu'il fallait cacher. Mais ce qui me semble important dans ces relations commerciales, c'est de ne jamais répondre aux questions qu'on ne nous pose pas. Ne Rappelons, jamais répondre aux questions qu'on ne nous pose pas. D'accord. Donc on se tient uniquement au dialogue très précis, très carré. absolument, absolument, je rappelle que la banque, c'est une industrie du risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand votre banquier vous dit oui, c'est parce qu'il n'y a pas de risque ou que son risque est parfaitement vu et parfaitement couvert. Autrement dit, tout ce que vous pouvez dire et faire sera plutôt retenu contre vous. Merci beaucoup, Michel, pour ces quelques mots d'introduction. Voici la première question fondamentale que j'aimerais vous poser au nom de tous les entrepreneurs qui sont là. Lorsque on demande un crédit par les temps qui courent, est-ce que le financement d'une entreprise est si différent en temps de crise? Thierry, vous voyez, j'ai envie de vous inviter dans cette réunion sur la chose suivante. L'essentiel et ce qu'on va faire ensemble pendant quelques minutes, c'est je vais vous amener dans le cerveau de Tony. Tony, c'est votre conseiller de clientèle professionnel. C'est celui qui est gentil. Il veut tout pour vous. Vous vous rappelez ses chaussures bicolores. Vous vous rappelez sa cravate. Tony, c'est votre interlocuteur. Imaginons cette discussion où les gens me disent, mais à qui finance-t-on dans la banque? Thierry, je vous pose la question. Chez les sept nains, à qui vous feriez du crédit? Alors, non, non, je ne ferai pas crédit aux sept nains, je ne ferai pas non plus crédit à Blanche-Neige, précisément parce qu'elle vit avec sept nains et que c'était à peu près louche. Donc là, personnellement, si j'étais Tony avec la cravate rose comme vous l'avez décrit, et puis les pompes bicolores et sans doute le col ouvert sur un certain nombre de tapisseries, non, je dirais non. Est-ce que chez Tarzan, vous feriez du crédit? Un type qui se balade à peu près à poil au guichet d'une banque, c'est louche quand même. Blanche-Neige? Alors Blanche-Neige, je vous ai dit, donc Blanche-Neige, elle vit avec sept nains, donc c'est pas top. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui me donne pas confiance, quoi. C'est ça que je veux dire. Et Cendrillon non plus?
Alors Cendrillon, ça dépend quand vous prenez l'histoire. Cendrillon, lorsqu'elle n'est que Cendrillon, c'est-à-dire victime, il n'y a aucun remond, on décrit une situation. J'ai envie de dire, bon, ben, tant pis, mais j'y vais pas. Enfin, Tony n'y va pas. En revanche, à partir du moment où dans la vie de Cendrillon, il y a de la résilience, c'est-à-dire elle s'entoure d'un écosystème. Alors les petits oiseaux, les chevaux, les souris, surtout sa marraine, elle m'intéresse beaucoup, sa marraine. À partir de là où l'on voit qu'il y a des efforts pour pouvoir sortir de cette situation, alors là, ça commence à m'intéresser. Je dirais là, Tony devient très attentif à ce qui se passe. La résilience m'intéresse. Vous voyez, on est en train de parler de Walt Disney. En réalité, on parle du moteur de la banque. On parle du moteur de la banque. Tout ce que vous dit Thierry, c'est exactement la structuration du moteur de la banque. Et on va finir avec les meilleurs. Thierry, chez Star Wars, à qui on fait? Au nain poilu, à Chewbacca, à l'empereur. À qui fait-on crédit? Alors, à Choubacar, non, enfin, je sais pas s'il a envie de fric, mais je dirais, déjà, je comprends pas ce qu'il dit. Voilà, Choubacar, il est peut-être gentil, mais je comprends pas ce qu'il dit. Donc ça, c'est le premier point. Donc je dirais non, non pour cette raison-là. Deuxièmement, le nain poilu vert, là, oui, Yoda, maître Yoda. Alors lui, il est très intéressant. Lui, il est très. Je me demande s'il a besoin d'argent. Sa valeur est intérieure. Donc je serais presque tenté de lui prêter. Pourquoi? Mais parce que il peut lui arriver tout dans la vie. Ce type, il s'en sortira. Donc je me dis, précisément, là, Tony se dit, ce serait pas mal. Mais je ne suis pas sûr. En plus, les valeurs sont belles, mais je ne suis pas sûr que le nain vert avec des poils dans les grandes oreilles, il ait vraiment besoin d'argent. Alors maintenant, Dark Vador. Dark Vador, lui, il a besoin de fric, bon, pas mal. Il investit, pas mal. Il a de l'argent, enfin, je veux dire, il a des biens, donc autrement dit, ça peut être sympa pour moi aussi, je veux dire pour Tony, parce que là, je peux avoir de la contrepartie. Je sais aussi où on va mon argent. Ce qui me dérange chez ce personnage, c'est que je risque de me rendre complice de mes actions. Je risque de me rendre complice de valeurs qui sont contraires à ma conscience. Et ça ne me plaît pas trop. Et même s'il y a du coup de l'argent à faire, enfin, ou des affaires à faire, ça me dérange un peu quand même. Et d'aller chez Dark Vador sur la force obscure, c'est pas top. D'autant plus que cette force obscure va mobiliser en face un certain nombre d'éléments rebelles et destructeurs. Je suis pas sûr non plus qu'ils s'en sortent. A priori, oui. Mais enfin, l'histoire n'est pas écrite. Eh bien, vous voyez, j'aimerais que vous regardiez chacun où vous vous positionnez dans tout ce que l'on vient de voir. J'imagine pas que vous soyez Tarzan et que vous vous trimballiez au guichet de la banque comme ça. Mais plus sérieusement, l'idée, c'est de regarder qu'est-ce qui vous manque pour être performant aujourd'hui. Je vais vous amener maintenant dans des choses que vous connaissez, qui sont sans doute plus sérieuses que celles qui apparemment vous ont été dites en avant-propos. Je vais vous amener avec Tony dans le cerveau de la banque et je vais partager avec vous certains slides, certains écrans, pour que l'on puisse ensemble se dire, mais finalement, de quoi parle-t-on? La première chose, c'est de se dire que quel est le climat des banquiers aujourd'hui? Dans quel état un DG évoque-t-il le financement? 3 points que je vous propose de voir. Le premier, c'est de se rappeler qu'on a une perte record de PIB mondial. Alors souvent, les gens me demandent qu'est-ce que c'est le PIB. Le PIB, c'est votre niveau de valeur ajoutée. Et c'est important d'avoir une croissance du PIB parce que plus vous avez un PIB important, plus vous êtes capable de redistribuer sur les salaires. Donc le premier acteur, le premier moteur de la consommation. Le deuxième, c'est l'État, notre associé fantôme, que l'on connaît bien. Et le troisième, c'est votre entreprise pour l'offre. Donc, avoir un PIB, même si ça ne vous paraît pas quelque chose qui soit qu'on puisse toucher du doigt, c'est une fonction absolument déterminante dans vos stratégies. Est-ce qu'on crée de la valeur ajoutée ou pas? Alors maintenant, quand on regarde dans le monde entier comment ça s'est passé en 2020, c'est-à-dire que là, on n'est pas du tout sur des supputations, on voit qu'en 2020, au niveau mondial, on a perdu 2 fois le PIB de 2008. 2 fois le PIB. Et encore, certains économistes me disaient qu'en 2019, on ne savait pas, ou en 2018, on ne savait pas si on avait comblé la perte de 2008. On a une perte mondiale
de 2 fois ce PIB-là. Donc, comprenons que votre entreprise qui va bien aujourd'hui, demain, elle va être touchée par des soubresauts. L'Europe a perdu à peu près 4-5 points de PIB, 6 points de PIB. Et la France est en tête là-dedans. On a perdu pratiquement 7 points de PIB. Ce que je veux dire pour les chefs d'entreprise, c'est de se dire, même si tout va bien aujourd'hui, on va prendre des ondulations. Donc, il faut que vous ayez des business models et des types de financement qui s'adaptent à ça. Je vais vous le montrer, les facultés des stress tests. Autrement dit, je suis dans un environnement qui va être profondément instable pour les années qui viennent. La deuxième chose, c'est de regarder ce qui se passe, et ça m'interpelle, au niveau des banques. Je connais bien ce secteur-là, et je regarde aujourd'hui non seulement, mais ça on l'a tous compris, le changement des modèles bancaires, la digitalisation, on ferme massivement des banques, des agences bancaires, on change les conseils de clientèle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a fait des changements là maintenant majeurs à la tête des banques. Vous avez vu peut-être que le groupe des banques populaires ou le groupe BPCE en général, 28 établissements régionaux, 10 changements de DG. À la tête de la Banque Postale aussi, ça change. À la tête d'Arkea, ça change. Partout sur la planète bancaire, on est en train de changer les dirigeants. Vous le savez vous-même. Pourquoi on change des collaborateurs? Pourquoi on les change? Il y a 2 questions. Soit parce qu'on veut accélérer et que l'autre avant était plutôt un gestionnaire, soit on pense maintenant que dans la banque, il faut avoir plutôt des gens de crise, des gens qui ont une expérience forte. Et ça va jouer sur vos collaborateurs. Ça veut dire que les directions qui vont être demandées aux collaborateurs vont être différentes. La banque aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, la banque est très solide. C'est ça le problème. C'est qu'à force de devenir très solide, pourquoi on prendrait des risques? Les banquiers aujourd'hui sont vraiment à un niveau record de couverture du risque. Ça veut dire que déjà qu'avant, il n'y avait pratiquement pas de contentieux dans les banques. Avec les PGE, les banquiers ont soldé leur dernière position. Le coût du risque dans la banque est au plus bas. Ça veut dire que vous me mettez dans la tête d'un DG de banque et vous dites, est-ce que par les temps qui courent, est-ce que je vais avoir la même position que j'ai eue il y a 1 an ou 2 ans, où on a fait des PGE massivement parce qu'on pensait que ça durerait 3 mois, et soyons raisonnables. On a mis en place des produits fantastiques, mais parce qu'on pensait que ça ne durerait jamais. Donc, vous avez un environnement bancaire aujourd'hui sur lequel, je peux vous le dire, vous allez avoir des contractions au niveau de la prise du risque. Et c'est tout à fait légitime. Tout à fait légitime. Je ne dis pas que les banquiers ne vont pas prendre de risques, mais vous allez avoir des examens de plus en plus difficiles. Autrement dit, pour les réussir, il faut connaître l'envers du décor. Il faut gagner ce petit chouïa qui fait que là où les autres vont échouer, vous allez passer. Troisième point, là, qui est quand même dans une cartographie, moi ça me fout la trouille. Heureusement, j'ai compris qu'après moi, vous aurez un intervenant qui va vous expliquer comment on gère tout ça, le stress et la fatigue. Mais sur le climat bancaire, si on ne fait rien, c'est anxiogène. Mais je vais vous donner des solutions. La mécanique qui nous pose problème, c'est quoi? On le sait tous, le retour de l'inflation. Christine Lagarde a fait une déclaration tout à fait récemment en disant que pour l'Europe, ce serait un scénario catastrophe. Comprenons bien le lien entre l'inflation et votre entreprise. L'inflation et vos contrats d'assurance vie en bourse. L'inflation et la capacité de l'État français à financer l'innovation. En réalité, tout ça, c'est le moteur, c'est la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne a un indicateur qui s'appelle l'inflation. Tant que l'inflation est à moins de 2%, les taux restent bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque centrale européenne prête aux banques à taux négatif aujourd'hui. Vous le savez, pour le PGE, ils ont financé à moins 1%. Donc, quand vos banquiers vous disent qu'ils ne font pas de marge, je ne sais pas comment ils font. Ils n'en font pas beaucoup. Mais globalement, les banquiers récupèrent de l'argent à moins 1% aujourd'hui. Si on a de l'inflation, ça veut dire que la Banque centrale est obligée statutairement de remonter ces taux-là. Ça veut dire que pour vous, les taux d'intérêt pourraient remonter. La deuxième chose, c'est que la Banque centrale prête de l'argent
ou plutôt rachète sur les marchés financiers. Rachète quoi? La dette des États, et notamment la dette de l'État français. Si l'État français aujourd'hui emprunte à moins 0,10 ou moins 0,13, c'est parce qu'il y a la Banque centrale derrière. Si la Grèce emprunte à 0,60 alors que les États-Unis empruntent à 1,60, vous voyez le truc de dingue. Les États-Unis seraient 3 fois plus risqués que la Grèce. Ça ne marche pas conceptuellement. Mais ça veut dire que tout est fait par la Banque centrale européenne pour que les États continuent à financer des déficits qui sont constamment croissants sans aucun problème. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les taux d'intérêt négatifs, l'absorption du coût de la dette en France, c'est 1% du PIB. 120% de dette, 1% du PIB. En 95, 56% d'endettement, 3% du PIB. Alors forcément, quand l'argent ne coûte rien, on y va dans les dépenses. Mais si vous avez de l'inflation, la Banque centrale européenne va être obligée de stopper les rachats. Ça veut dire que la dette des États va monter. Comment l'État va continuer à financer? Vous le savez, l'innovation, c'est d'abord le fait de l'entreprise, c'est vous d'abord qui financez, et derrière, mais ce n'est pas les banques. Ce n'est pas les banques, c'est BPI notamment. Et BPI est véritablement le moteur du financement de l'innovation non bancaire, alternatif. Donc, on se pose des questions. La troisième chose, c'est que vous savez que la Banque centrale, elle intervient sur les marchés en rachetant les dettes. Au début, les dettes saines, maintenant, toutes les dettes pourries, on s'en fout complètement. Il faut tout racheter sur le marché financier et maintenir des taux bas. C'est pour ça qu'en bourse, vous avez sans arrêt une bourse qui monte. Pourquoi? Parce que la Banque centrale intervient et maintient des taux bas. Avec de l'inflation, la remontée des taux d'intérêt, le fait du désengagement des marchés financiers de la Banque centrale pourrait faire quoi? Au niveau de vos entreprises, les taux remontent. Au niveau de l'État français, il va y avoir des difficultés à couvrir les déficits. Ça veut dire qu'il y a quand même des questions derrière. Et pour vous qui êtes peut-être investisseurs sur les marchés financiers à titre personnel ou professionnel, il y a quand même des choses à revoir. C'est pour ça qu'en Europe, la Banque centrale est très, très vigilante au moteur de l'inflation. Comment on va tenir ça? Pour l'instant, soyons tranquilles, on est à 1,3. Mais ce climat bancaire, si vous voulez, il n'est pas favorable à la prise de risque. Alors, je vous propose de regarder la stratégie, comment vous, dans ce climat, vous allez réussir. C'est ça la question. Peu importe la hauteur de la vague, je m'en fous, je me suis préparé. Des choses à voir. 4 actions, les gens me demandent surtout ce qu'il faut faire. Je leur dis, je vais vous montrer surtout ce qu'il ne faut pas faire. On va gagner du temps. Les 4 points sur lesquels véritablement j'attire l'attention des dirigeants en consulting, en conférence, c'est les points névralgiques. 1. Pas de crédit court terme. Pas de crédit court terme. Pourquoi? Parce que vous avez souvent des business models qui peuvent tenir avec des financements qui sont revus tous les ans. Ça veut dire que tous les ans, j'ai intérêt, moi, à être bon, mais ça, c'est une chose. Mais surtout quoi? J'ai intérêt d'avoir des banquiers en face qui aient toujours le même appétit. Je ne suis pas certain qu'en fonction des banques et qu'en fonction de leurs appétits, vous ayez les lignes de main. Le crédit court terme est vraiment quelque chose d'excessivement dangereux. D'ailleurs, les banques, votre banque populaire, Caisse d'épargne, Société Générale et BNP, quand elles se financent à la Banque centrale, ça veut dire que quand elles demandent de l'argent à la Banque centrale, elles ne demandent pas de l'argent court terme maintenant. Elle n'a que de l'argent moyen terme. Les banquiers centraux ont compris que pour éviter un clash, il fallait prêter de l'argent long. Donc, votre stratégie, ça va être de solder vos positions court terme et dans tout cas, si vous les maintenez, que des filets de sécurité. Et ça, c'est important en stratégie. La deuxième chose que je vois apparaître, c'est les pools bancaires. Alors ça, on connaissait le pool bancaire, vous avez plusieurs banques. Mais là, aujourd'hui, se glissent des arrangeurs. Alors, je vois maintenant partout, pour n'importe quoi, les banquiers vous disent, écoutez, on va faire un contrat pour compte commun. Et on va mettre un arrangeur. Mais l'arrangeur, j'ai compris, il arrange qui? Mais vous pensez qu'il arrange vous, la banque? Mais il arrange la banque. Vous avez un contrat de 80 pages, donc vous lisez les 2 premières pages à peu près. Donc ça, absolument interdit. Absolument interdit.
Il faut se passer, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler avec les banques, mais pas dans ce cadre-là. Trop, trop dangereux pour vous. Le troisième point, vous êtes exposé à 100% souvent sur le modèle bancaire. Ça veut dire que vous vous dites, tant que mon entreprise va bien, j'aurai du financement bancaire. Non, mais ça, c'est avant, ça. Ça, c'est avant. On est en train d'évoluer vers le financement alternatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend exemple sur les entreprises anglo-saxonnes. Des financements longs in fine, que vous allez trouver aujourd'hui. On va regarder ce qu'il y a sur le marché. Mais de plus en plus travailler comme nos amis les anglo-saxons, parce que c'est eux nos concurrents. Si vous n'avez pas le même modèle de financement que vos concurrents, et quand on analyse, par exemple, les gens qui travaillent avec la Chine, les gens qui sont en compétition avec les États-Unis, mais si on n'a pas la même qualité de financement, mais les gars, il va falloir, les filles, il va falloir bosser 3 fois plus. Donc l'idée, c'est de se dire comment on pourrait s'ouvrir au financement non bancaire alternatif. Quatrième point de surveillance, le cadencement de vos financements. Si vous avez une crise, est-ce que vous préférez avoir des remboursements mensuels? Ça, c'est nul. Trimestriel, je préfère. Semestriel, je commence à aimer. Annuel, j'adore. In fine, je me régale. Donc, ça veut dire que dans vos négociations, dans le choix de vos dettes, il vaudrait mieux que vous ayez des cadencements longs. Donc, un des axes, vous voyez, de négociation avec mes banquiers, ce n'est pas le taux. Écoutez, le taux aujourd'hui, après impôt, c'est pas là que ça se joue. C'est pas là que ça se joue pour vous. Ça se joue premièrement dans le cadencement. Donc, 4 actions sur lesquelles je regarde. 2 conditions préalables. 1, les stress tests. C'est-à-dire que les dirigeants qui me disent « Michel, est-ce que tu peux m'aider, mais je ne sais pas où je vais ?» Là, j'ai des difficultés. Les stress tests, c'est ce qui a rendu les banques très solides aujourd'hui. Si les banques peuvent vous accompagner, c'est parce qu'elles ont mis en place des stress tests. C'est quoi un stress test? Combien de liquidités minimum il me faut? Combien de fonds propres minimal il me faut? Sur 2 situations, une situation où j'arrête votre entreprise, je mets votre chiffre d'affaires à 0, combien de temps vous tenez? Autrement dit, est-ce que vous avez un pilotage de votre entreprise, non pas en solde intermédiaire de gestion, mais ça c'était bon avant, mais en coût fixe, coût variable. Coût fixe, coût variable. Et je sais exactement combien de temps ma boîte résiste. La valeur de votre boîte, je vous le dis aujourd'hui, ce n'est pas dans sa capacité à accélérer, rail de gauche, c'est dans la capacité à résister dans le rail de droite. Je la mets à l'arrêt. Et la deuxième chose dans le stress test, je fais des projections fortes de mon chiffre et je regarde jusqu'où je tiens. Deuxième chose qu'il vous faut regarder, la qualité des contrats que vous avez souscrits. Vous souscrivez des contrats qui sont aujourd'hui des contrats dangereux où vous embarquez avec vous des passagers clandestins. On va en parler avec le PGE. On va en parler avec le PGE. 2 solutions qu'il faut qu'on évoque aujourd'hui. 1, le PGE. Alors la question est effectivement, aujourd'hui, tout le monde m'appelle en me disant Michel, qu'est-ce que je fais avec le PGE? Non mais attendez, ça fait déjà 10 mois souvent qu'on a souscrit un PGE où on vous dit il y a une clause de rendez-vous dans 10 mois. Alors le PGE, les personnes me disent est-ce que je le garde ou pas? Alors je dis ça dépend, 1, de votre stress test, 2, de qu'est-ce que vous avez dans votre PGE. Je rappelle que le PGE, c'est une marque globale. Vous voyez, c'est comme les personnes qui iraient chez Renault. Ils me disent, tiens, j'achète une Renault, mais moi, je dis laquelle? Si c'est la Twingo, c'est pas mal. Mais si c'est le très haut de gamme, je suis mieux, vous voyez? Je suis mieux. Donc, dans votre PGE, est-ce que vous avez regardé la différence de contrat? Ce n'est pas le taux, bien que ça ait du simple triple. Ce qui m'intéresse dans votre PGE, c'est 1, les pénalités de remboursement par anticipation. Si vous le gardez comme un filet de sécurité, ça veut dire que vous devez pouvoir le solder à tout moment. Quelles sont les pénalités de remboursement par anticipation? Je vous rappelle que dans certaines banques, je ne suis pas là pour les citer, ça peut aller jusqu'à 6%. Alors, forcément, vous voyez, quand je renouvelle mon PGE ou en tout cas quand je donne l'affectation de mon PGE maintenant, je l'amortis ou je ne l'amortis pas, je négocie. Les personnes me disent c'est innégociable. Je dis erreur. Erreur, on en négocie tous les jours. Donc, négociez vos pénalités de remboursement par anticipation et ne faites pas confiance à Tony, votre banquier, qui va vous dire mais t'inquiète pas Antoine, machin, ton PGE,
on se connaît bien et tout, le moment venu, je ferai sauter les pénalités. Non. En négociation, ce qui est important pour vous est favorable à l'écrit. Mauvaise nouvelle à l'oral. Bonne nouvelle toujours à l'écrit. Donc ça, votre PGE, il faut regarder ça. Deuxième chose qu'il faut regarder sur votre PGE, les clauses scélérates, ce que j'appelle le passager clandestin. Vous en voulez quelques-unes dans les PGE, je n'invente rien, hein, dans les PGE que vous avez signés. Une clause de pari pas su. Ce n'est pas la clause de pas vu, pas pris, ça c'est encore autre chose. La clause de pari pas su, c'est une clause très simplement qui vous dit que pendant toute la durée de votre PGE, toutes les garanties que vous serez amené à conférer à d'autres banquiers, vous serez aussi obligé de la mener à cette banque-là. Vous achetez une machine, vous achetez de l'immobilier, vous donnez une garantie sur ces actifs-là sans faire intervenir la première banque, vous êtes obligé de lui donner. Sinon, vous êtes en clause de défaut sur votre contrat. Mais moi, ça me gêne, ça. Des clauses de flux, des clauses d'égalité. Par exemple, un client il me dit, tiens, j'ai souscrit 3 PGE. Et celui-là, il n'est pas terrible, je le solde. Je lui dis, mais est-ce que tu es sûr que tu pourrais le faire? Ah, s'il y a une clause d'égalité dans un contrat, ça veut dire que vous devez traiter vos banquiers tous de la même façon. Je vous rappelle qu'il y a des PGE où vous pouvez être en annuité. J'adore. Alors que d'autres banques me disent que le PGE, c'est mensuel. Il y a des clauses de défaut croisées. Il y a des clauses de refus de dividendes. Il y a même une clause où on vous interdit de vendre une proportion importante de vos actifs. Mais je me dis, mais on va où là? Moi, je ne veux pas d'associé pour piloter ma boîte. Ce n'est pas pour avoir des banquiers qui m'empêchent de faire de même. Je ne dis pas que les banquiers n'ont pas raison de le faire. Je comprends pourquoi ils le font. Mais moi, je vous explique pourquoi, en termes de stratégie, ça, il n'en faut pas. Donc, le PGE, je regarde ça. Et puis après, la star des stars. C'est quoi la star des stars? Ben, c'est le prêt participatif dont on vous berce depuis un moment. C'est un prêt absolument stratégique. Là, 660 000 entreprises ont eu un PGE. Tony, il va en sélectionner 10 000. Et puis, ça va être fait par répartition secteur d'activité. Ah, ça en fait moins. Et puis, ça va être réparti par banque. Ah, ça en fait moins. Ça veut dire que Tony, il a peut-être 4 prêts participatifs à distribuer. Et il a des très bons. Ah ouais, mais c'est au meilleur qu'il va le donner. Donc, c'est pour ça qu'il faut impérativement, sur ce prêt participatif, avoir les idées très, très claires en se disant finalement qu'est-ce qui compte là-dedans. Si je veux en être, si je veux en croquer de ce truc-là, je rappelle les prêts participatifs, hein, cotés comme des fonds propres. Ça veut dire que j'ai compris qu'il faut rembourser, mais c'est dette à cadencement long. Cadencement long. Ce n'est pas du prêt bancaire. Je le rappelle, ce n'est pas du prêt bancaire puisque les banquiers vont le revendre derrière aux sociétés d'assurance. Donc, si vous voulez être grand gagnant, voilà ce que je vous propose. Comment sortir vainqueur? Il y a plusieurs choses à regarder très rapidement. Nous, notre métier chez Venus for Bank, c'est les stratégies de financement et les stratégies de négociation. Quoi? Avec qui? Et on s'est entouré pour l'occasion de stars sur la gouvernance. Je rappelle que la gouvernance est le premier indicateur qui est englobé dans les ratings de la Banque de France maintenant et de vos notations internes. La gouvernance est stratégique. Deuxièmement, comprendre les impacts géopolitiques. Le battement d'ailes, comme le dit Denis Deschamps, avec qui on travaille, qui va se faire en Asie et qui va venir vous toucher à Périgueux, à Marseille, à Toulouse ou n'importe où. Comprendre. Troisième aspect, c'est la communication. Parce que vous voyez la différence entre Denis Vatelet et quelqu'un qui ne comprend rien. L'idée, c'est toujours bien que j'ai un bon business model, j'ai des bons chiffres, j'ai un super projet, j'ai une super équipe, mais je suis un nul en communication. Ça veut dire que le banquier, je sais pas me vendre. C'est même pas me vendre. Je ne sais pas communiquer. Donc Thierry nous aide à faire le bac blanc. Et puis après, il y a quelque chose de très nouveau, c'est les ratings. Il y a une agence de notation qui est la première agence de notation en Europe des PME des ETI, qui est validée maintenant par qui? Par tous les assureurs qui vont racheter votre dette auprès des banquiers. Ces assureurs se disent, on a tellement peur que les banquiers puissent nous vendre un peu n'importe quoi qu'on va le faire noter. Et c'est l'agence Inbonis qui va le faire. Donc Inbonis Rating,
vous note, contrairement à la Banque de France, sur vos qualités, gouvernance, tout ce que vous avez intégré à jour, et n'est pas Banque de France. Ça veut dire que si vous voulez être dans les tout premiers, il faut peut-être regarder. C'est la raison pour laquelle on a construit spécifiquement des matrices de consulting et de masterclass pour aider, parce que je crois que c'est absolument stratégique, à toucher ces prêts participatifs. Mais ça va bien au-delà, bien entendu. Cher Thierry. Oui, merci beaucoup Michel pour cette première partie. Il n'y a pas de question pour l'instant, en tous les cas, je n'en vois pas sur la fonction conversée. J'en ai quand même une importante. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, il faudra éventuellement apprendre à se passer des banquiers? Ça, c'est quand même capital, puisque vous avez dit, mais les banques aujourd'hui sont très, très fortes. Mais enfin, il y a aussi des financements alternatifs. Je pense que l'idée, c'est pas la rupture, c'est pas se dire on va quitter les banques et puis on va travailler complètement à côté. L'idée aujourd'hui, c'est bien ça la difficulté. C'est que déjà, on avait déjà des difficultés à discuter avec les banquiers. En se disant, ils sont déjà différents, il faut que j'apprenne leur langage. Après, on s'est dit, on va travailler avec des fonds d'investissement pour le capital. Alors là, eux, ils parlent complètement différemment. C'est les bidas, des trucs, des machins, on ne comprend rien au début. Et après, on se dit, mais il faudrait travailler avec d'autres financiers, des financements alternatifs. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, le succès des dirigeants, la qualité de leur boîte et donc la valeur de leur boîte sera liée aussi à leur valeur de type de financement. Autrement dit, maintenant, on va faire un patchwork en se disant les banques, oui, mais pourquoi? Et lesquelles? Lesquelles, pourquoi? Je vais voir des financements alternatifs, je peux travailler avec des outils de fonds propres, mais globalement, je dois monter une stratégie. Comme j'ai plusieurs fournisseurs, je dois avoir plusieurs types de carburant. Merci beaucoup, Michel. Autre question. D'accord, la Banque de France note les entreprises. On peut également demander des notations plus affinées, c'est vrai. Mais est-ce qu'on ne peut pas inverser aussi la proposition? C'est-à-dire se dire, est-ce que toutes les banques se valent? Est-ce que toutes sont identiques? Est-ce que certaines banques, par exemple, finalement, sont beaucoup plus chères, mais au-delà même de cette particularité de la cherté du prix, il y a peut-être des banques à l'égard desquelles il faudrait mieux ne pas aller, par exemple. Et quel est votre avis là-dessus? Alors absolument. L'idée, c'est de se dire comment je peux choisir ma banque. Alors, j'ai des clients qui me disent, moi, je veux une banque éthique. Pas éthique étac, une banque éthique. Comment je choisis aujourd'hui une banque éthique? Eh bien, vous avez par exemple Oxfam, OXFAM, qui vous donne le palmarès des entreprises qui sont les plus éthiques. Après, j'ai des clients qui me disent, moi, je veux la banque la plus solide. Alors ça peut m'intéresser parce que j'ai de l'argent. Les banques les plus solides, il y a un critère qui est très simple, qui est un peu technique, mais qui est très simple à surveiller, c'est ce qu'on appelle le CET1 de la banque. C'est un ratio. C'est un ratio qui est fait par la Banque centrale européenne pour s'assurer de la solvabilité, de la solidité des banques. Autrement dit, si je veux voir les banques les plus solides, je peux regarder sur le plan régional, sur le plan national, le CET1 de mes banques. Donc après, on apprend à regarder ça et en se disant, dans mon environnement, eh bien finalement, je fais un benchmark de la solidité de mes banquiers. Il y a une question, merci beaucoup Michel, il y a une question qui vient d'être posée. Est-il possible d'expliquer comment la Banque de France note la gouvernance d'une entreprise? Alors, la gouvernance, il y a deux choses. La gouvernance de l'entreprise, tout ce qui est gouvernance RSE, vous savez qu'RSE aussi, c'est absolument stratégique, c'est un des piliers de la notation. Et les gens me disent, mais comment ils savent si je ne transmets que les chiffres? Mais ils n'en savent rien. C'est-à-dire qu'ils imaginent que c'est à peu près bon. Ils imaginent. Mais maintenant, la Banque de France va être obligée, effectivement, d'aller beaucoup plus dans le détail. Ça veut dire que forcément, il faut avoir une relation avec la Banque de France beaucoup plus forte. La Banque de France, c'est votre ami. C'est votre ami, la Banque de France. Donc, je fais forcément une présentation.
en démarrant par tout ce que je fais en stratégie RSE et ma gouvernance. Qu'est-ce que je fais quand je ne suis pas là? Est-ce que tout repose sur moi? Est-ce que j'ai un râteau bien défini? Est-ce que les hommes clés sont bien couverts? Les femmes clés d'ailleurs, bien sûr. Quand je dis hommes clés, c'est le produit. D'accord, merci beaucoup, Michel. Autrement dit, quand on dit expliquer la gouvernance de sa propre entreprise, il ne faut pas seulement aller avec l'organigramme, il faut aussi montrer biologiquement, organiquement, quelles sont les relations entre les uns et les autres, quelle est la compétence des uns, la compétence des autres, qui peut remplacer qui a la main sur le gouvernail, etc. Absolument. Patrick Dutartre, avec qui on travaille sur ce problème-là, la gouvernance, allez voir, il le met en lumière de façon très, très opérationnelle. Et quand on est dans la banque, ce qui nous intéresse particulièrement sur la gouvernance, quel est le turnover de vos équipes? Quel turnover? Merci beaucoup. Vraisemblablement, une question supplémentaire. Si une banque refuse de transmettre une note BAL 2 ou BAL 3, comment faire? Alors, vous avez deux approches. La première, c'est le coup de boule. Bon, ça marche, mais c'est moyen pour la suite des événements, mais ça peut fonctionner par moment. La deuxième, c'est que vous savez qu'il y a un texte de loi. Donc, je rappelle qu'il y a un texte de loi qui date de 2009. Vous savez que ça a été repris par un texte de loi de juillet 2013 qui est la transparence du dialogue banque-entreprise. Donc, je n'invente rien. La transparence du dialogue banque-entreprise. Ça veut dire que votre banquier, il est tenu de vous donner ça. Mais posez-vous la question, pourquoi il ne me le donne pas? Pourquoi il ne me le donne pas? Qu'est-ce qu'il fait? Lui, on appelle ça chez lui une note interne. Ça veut dire qu'il dit interne, il ne dit pas externe. Donc, si j'y vais pas doucement en lui expliquant qu'on a des intérêts communs, comment on va communiquer, Thierry, comment on va négocier cette note avec lui, on va dans le mur. C'est-à-dire qu'un banquier peut, enfin, je comprends bien ce que vous dites, Michel, mais ça veut donc dire quoi? Non seulement il a l'obligation, c'est ce que vous venez de dire, il a l'obligation de me communiquer la note, mais en plus, il faudrait que je dise s'il vous plaît, si je comprends bien. C'est mieux. Vous voyez, Thierry, c'est un peu comme quand je vais chez mon boulanger. Si j'arrive et lui dis, et du con, une baguette, bon, j'imagine que ça va être moyen. Mais c'est sûr que j'aurai une baguette et que j'avais accès à la baguette. Pourquoi? Parce que je lui dis qu'il en avait une et qu'avec de l'argent, je lui payais sa baguette. Par contre, si je lui dis, s'il vous plaît, vous voyez la baguette, peut-être que j'ai la meilleure. Merci beaucoup, Michel. Je ne m'attendais pas à ça. On n'avait pas répété ça. Ça, on l'avait pas répété. Non, elle est splendide. Merci beaucoup, Michel. Au moins, les choses sont très, très claires. Autrement dit, il faut prendre les formes. Alors, bien sûr, on est d'accord sur la courtoisie et la politesse. On peut quand même rappeler l'obligation qu'a le banquier de communiquer la note, Michel. Enfin, c'est que ça peut se dire. Oui. Oui, il vaut mieux le dire plutôt que de lui balancer un scud. L'idée, c'est que souvent, quand je suis dans les directions générales des banques, je m'aperçois que les banquiers de terrain ne connaissent pas le texte de loi. Donc, vous voyez, il y a un effort, il y a une éducation en même temps. Je dis toujours, dans la négociation, il faut éduquer aussi son partenaire. En quoi vous lui rendez les choses faciles? Donc, vous avez deux choses, c'est la baguette. Est-ce que je fais en sorte d'avoir la meilleure baguette? Comment je peux faire pour qu'il me donne la meilleure baguette? Comment je peux l'aider à prendre la bonne décision? Aidez-le à prendre la bonne décision, parce qu'elle est stratégique pour vous. Merci beaucoup, Michel. Deuxième partie, si vous le voulez bien, imaginons une entreprise, ETI, PME, peu importe, qui dispose quand même de fonds importants et qui souhaiterait en placer une partie. Et même chose d'ailleurs pour une personne privée, chef d'entreprise, qui souhaite éventuellement placer son argent. Et vous nous avez expliqué déjà les taux d'intérêt négatifs, etc. Bien. Quels seraient vos conseils de ce point de vue? Alors, ce qu'il faut bien regarder, c'est que toutes les banques ont un compte à la Banque centrale. Toutes les banques ont un compte à la Banque centrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout l'argent qu'elles n'ont pas pu réinvestir dans le crédit ou sur les marchés,
et sur leur compte. Je prends un exemple. Prenons Tony qui me raconte la dernière fois, tu sais quoi Michel, je gagne 300 millions au loto. Vous êtes un client et vous gagnez 300 millions au loto. À qui vous pensez tout de suite? À qui vous pensez tout de suite? À Tony, à votre banquier. Et vous vous dites, Tony, on va faire un truc de rêve. Écoute, tu vas pas le croire, j'ai besoin de toi. Et Tony, vous sentez que dès que vous lui dites, Tony vous dit, vous lui dites, vous avez une bonne nouvelle, ça veut dire quoi chez Tony? Que quand un client me dit j'ai une bonne nouvelle, ça veut dire que je commence à reculer. Je recule dans mon siège parce que je me dis, il y a une vraie bêtise qui est en train d'arriver. Et cette vraie bêtise, c'est quoi? C'est que j'ai de l'argent. Et donc, Tony va dire la chose suivante. Quand vous allez l'appeler pour lui dire j'ai 300 millions à placer, je vous promets, Tony, il est mal à l'aise. La première question qu'il vous répond, vous dit oui. Ben, écoutez, vous savez, est-ce que vous voulez vraiment le placer chez moi? Deuxièmement, Tony va dire à quelle heure tu m'amènes l'argent? Alors, le client va dire écoute, le plus tôt possible finalement. J'arrive à 14 heures. Bougez pas, hein. À 13 heures, la banque est fermée. La banque est fermée à 13 heures. Mais Tony est un ami. Donc, Tony va prendre vos 300 millions. On est confinés tous. Donc, ça veut dire qu'à 19 heures, chacun est chez soi. Sauf Christine Lagarde. Christine Lagarde, la patronne de la Banque centrale, sort de sa banque et se dit tiens, j'irai bien faire la revue des coffres bancaires. Et elle voit dans le coffre de la banque 300 millions. Qu'est-ce qu'elle fait? Quick! Elle prend 0,50. La rémunération des dépôts des banques sont à moins 0,50. Le lendemain matin, Tony se réveille. Il n'a pas dormi, mais lui quoi? De joie. Il regarde son compte et il se dit c'est quoi, il n'y a que 300 millions. Je pensais que ça allait faire des petits, vous voyez, dans la nuit. Maintenant, Tony, qu'est-ce qu'il pense dans la nuit? Il ne dort pas. Il ne dort pas. Et il se dit, demain, je vais ouvrir mon compte et qu'est-ce qu'il va y avoir sur le compte de la banque? Une pénalité, c'est-à-dire qu'il n'y aura même plus les 300 millions, il y aura moins 0,50. Et le risque, c'est quoi? La peur de Tony extrême, c'est d'entendre le client l'appeler en lui disant, bon, Tony, maintenant, hein, j'ai mis 300 millions chez toi, là, il faut que ça rémunère. Et vous comprenez bien que votre conseiller de clientèle, maintenant, il ne sait plus s'il doit prendre des dépôts ou pas. Alors, vous voyez, le crédit, c'est un peu compliqué. Mais les dépôts, il appelle la direction, il dit hey, chef, aujourd'hui, 300 millions, ça marche? L'autre, il dit non. Bon, d'accord, chef, bien, chef, vous nagez bien. Le lendemain, il lui dit chef, j'ai 50 millions. Ah oui, là, on les prend aujourd'hui. On est complètement déréglé dans la banque. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut s'attendre à quoi? À ce que votre argent, non seulement, elle ne vous rapporte pas, mais elle devrait même vous coûter. Votre argent et vos placements dans la banque devraient vous coûter moins 0,50. Alors, est-ce que c'est possible, ça? Ben, c'est embêtant. C'est embêtant, Thierry, parce que la réponse est oui. Un tiers des banques allemandes facturent les dépôts bancaires chez tous les clients. Un tiers des banques allemandes. Les banques au Luxembourg à plus d'1 million d'euros, vous avez déjà des pénalités. En France, les très grands groupes CAC 40 ont déjà des pénalités. Ça veut dire que, est-ce que ça va arriver demain? La réponse est oui. Mais oui. C'est ce qui explique que vos banquiers, aujourd'hui ne pouvant pas facturer ça, se disent non seulement on ne facturera pas les particuliers, vous inquiétez pas pour les particuliers, ça descend dans la rue un particulier, un dirigeant moins. Et donc attendez-vous en même temps à subir une nouvelle croissance de vos frais bancaires. La commission de mouvement que vous connaissez tous bien, elle a été multipliée par 10 en standard depuis la crise. Regardez bien les banquiers où ils veulent aller avec cette commission de mouvement. C'est pour ça qu'ils veulent vos flux. C'est comme ça que je me refais la cerise dans la banque. Ce n'est pas sur la marge des crédits, j'en fais plus, si je prends la couverture du risque. Donc, j'ai besoin de vous facturer. Donc, c'est pour ça que, si vous faites du PGE et que vous me le laissez sur mon compte bancaire,
Moi, ça me fatigue un peu, vous voyez. Je préférerais que vous fassiez le PGE chez moi et puis que vous le placiez ailleurs, vous voyez, dans une autre banque ou mieux sur les marchés financiers. On va peut-être en parler. Donc, les dépôts bancaires, rémunération à venir. Alors là, c'est solide, hein, c'est solide. Hein. Rémunération à venir, moins 0,10. Voilà la bonne nouvelle. C'est pour quand, Michel, le moins 0,10? Ben, écoutez, les banquiers travaillent là-dessus. Je pense que tant qu'on est sur la crise du Covid, ça nous sauve. Je ne les vois pas en même temps nous mettre une cartouche là-dessus, mais très honnêtement, ça arrive partout en Europe. C'est comme le Covid. On va y passer. Donc, il vaut mieux se protéger en se disant quel type de protection je peux avoir, qu'est-ce que je devrais faire avec mon argent, bref. Alors, merci beaucoup, Michel. On a bien compris que, bon, Tony n'était pas un ami dans cette histoire, finalement, hein, et qu'on n'a pas intérêt à faire affaire avec lui. Alors, il nous reste quand même les fonds dont je vous parlais. Je vais pas trouver Tony. Je vais où? J'achète des bitcoins? Alors, voilà, on peut faire deux types d'erreurs. On achète le bitcoin. Moi, vous voyez, chez moi, je l'appelle le bitcoin parce que bitcoin, non, mais arrêtez, bitcoin. Donc, ça veut tout dire, le bitcoin. Alors, les gens me disent, alors ça, il faut vraiment en acheter. Je dis, mais si vous avez un peu d'argent à perdre, il faut le faire. L'intérêt d'acheter du bitcoin, c'est quoi? C'est de comprendre la mécanique d'une crypto-monnaie. Aujourd'hui, ce n'est pas une crypto-monnaie, c'est un crypto-actif. C'est-à-dire, c'est comme si mes lunettes, là, je dis, ça, c'est des crypto-lunettes. Alors, ça veut dire quoi? On s'en fout. Je vous dis qu'il y en a très peu et que ça vaut beaucoup. Et donc, je vais trouver des gens qui ne savent tellement pas où mettre leur argent, parce qu'il n'y a pas de rentabilité, qui me disent, finalement, la crypto-lunette, c'est pas mal. Et donc, on s'aperçoit qu'on a des cours qui montent fortement sur cette crypto-monnaie, sur ce bitcoin, notamment bitcoin, parce que d'abord, c'est limité en nombre, et deuxièmement, il y a des acteurs majeurs qui ont décidé d'en acheter. Par exemple, Tesla. Et Tesla a fait monter très fortement le cours, mais en même temps, ce n'est pas parce que Tesla a investi 1,5 milliard. Ce qu'il faut comprendre, la vraie révolution, c'est quand Tesla dit « j'en fais une crypto-monnaie ». Ça veut dire qu'on peut acheter des Tesla avec le Bitcoin et que moi, je pourrais vendre des produits achetés avec du Bitcoin. Ça, c'est la terreur des États et des banques centrales, hein, la crypto-monnaie. Parce que c'est plutôt l'apanage d'un État et c'est plutôt pas géré par le privé. Et deuxièmement, les banquiers ont mis autour de la planète tout ce qu'on appelle TRACFIN pour éviter justement, pour pister tout ce qui va être argent sale. Ben, écoutez, la crypto-monnaie, c'est justement le contraire. Ça veut dire que c'est un système, effectivement, qui pourrait permettre de tout blanchir. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas investir, Thierry, mais je me dis, c'est vrai que si vous devez perdre 100 000, je crois qu'il est plus utile de le perdre sur le Bitcoin. C'est classe. Tu as perdu combien? 100 000. Sur quoi? Du Bitcoin. Alors là, c'est classe. Et vous avez votre copain qui vous dit, moi, j'ai perdu 100 000, mais sur le 440. Ah bon? C'est nul. Sur quoi? Sur du B22. Ah bon? D'accord. Nul, nul, nul. Ça veut dire que vous avez le Bitcoin, vous pouvez perdre un peu d'argent. Mais c'est toujours dans ces phases-là qu'on gagne aussi. Hein. Est-il possible également d'investir dans la pierre? Est-ce que la pierre est peut-être le placement sur le long terme qui est intéressant? Oui, oui. La pierre, c'est notre truc refuge. C'est-à-dire notamment en France, c'est-à-dire que quand on ne sait plus quoi faire de son argent ou on a peur, on ne le met pas, on ne l'enterre pas, on le déterre et on achète de l'immobilier. Et ça provoque quoi? Une montée des prix et ce qu'on appelle une bulle spéculative. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est qu'une bulle spéculative et surtout les conséquences, il faut aller sur le site du Haut Conseil à la stabilité financière. Haut Conseil à la stabilité financière. Et là, vous allez voir les bulles spéculatives. Donc, ça veut dire qu'ils sont entre eux, il y a les banquiers, les assureurs, Bercy et compagnie. Et ils se disent, là, il y a une décorrélation entre la valeur auquel on achète un actif et sa valeur réelle. Et si on a une marge qui est trop importante, on va dire quoi, par exemple, pour l'immobilier? C'est ce qui se passe. Hein. L'immobilier monte trop. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, on a dit aux banquiers, ce qui serait bien, c'est faire moins de crédit et de resserrer le crédit immobilier. Incroyable. J'espère que vous l'avez vu.
Depuis 2020, on a changé le taux d'endettement du particulier. Pour faire quoi? Pour faire que si vous, personnellement, vous investissez dans l'immobilier locatif, eh bien, vous allez avoir de plus en plus de mal à vous financer, même à titre personnel. Donc, si vous avez l'immobilier locatif, mettez ça dans des SCI et faites contrôler que ce soit bien dans le marché professionnel. Donc, on a des questions, effectivement, Thierry, au-delà, qui sont quelle stratégie immobilière pour moi et pour mes SCI. Est-ce qu'il faut que je garde ma SCI? Les dirigeants me disent, ben oui, parce que j'ai toujours fait ça. Mais je dis, moi, je ne suis pas sûr. Si demain, tu vends ta boîte, comme beaucoup de clients l'ont fait, ils ont vendu leur boîte et ils ont gardé leur SCI. Et puis, au bout d'un moment, la personne qui a racheté, à 2-3 ans, a dit, non, mais les locaux, ils sont très bien, mais je vais ailleurs. Et si vous vous retrouvez dans une belle zone, ce qui arrive, et vous êtes 4 ou 5 à faire ça, mais qu'est-ce qu'il en est de la valeur de votre immobilier? La question que je pose, je n'ai pas de réponse là. C'est est-ce que quand on vend, il faut vendre l'immobilier? Est-ce qu'il vaut mieux injecter son argent ailleurs que dans l'immobilier? Je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, je n'ai plus de certitude sur l'investissement, en tout cas quand j'ai des avoirs. Enfin, merci beaucoup, Michel. Il y a encore une dernière chose, enfin classique, celle-là, c'est acheter de l'or, valeur refuge, comme on dit. Alors là, il est l'or, monseigneur. Est-ce qu'il est l'or, monseigneur? Alors, les trouillards, les peureux, qui a peur est un peureux, comme dirait un copain, ils vont dire il faut acheter de l'or. Alors l'or, je rassure, c'est pas fait pour faire de bonnes affaires, l'or. Maintenant, ce qu'il faut voir dans l'or, c'est sa valeur géopolitique. C'est pour ça qu'il faut écouter Denis Deschamps. Pourquoi l'or a une valeur géopolitique? Parce qu'aujourd'hui, le dollar qui représente 25%, hein, les Américains, c'est 25% du PIB mondial. La devise américaine, c'est pratiquement 70% des échanges mondiaux. Donc, il faut rééquilibrer tout ça. Il faut que des pays comme la Chine arrivent à imposer leur monnaie. Et donc, vous voyez que, vous savez que les banques centrales sont les premiers acheteurs d'or. La Banque centrale de Chine, la Banque centrale de Russie achètent beaucoup d'or. Pourquoi? Pour mener à bien ou à terme un projet qui serait celui de créer une nouvelle monnaie qui serait indexée sur l'or. Et ça, c'est un phénomène géopolitique qu'il faut bien avoir en tête en se disant, est-ce qu'il n'y a pas des choses, ce que tu dis, Thierry, c'est ce qu'il faut faire, s'intéresser à des choses sur lesquelles aujourd'hui, on a l'habitude, cassez vos habitudes, regardez où vous pouvez mettre votre argent, sachant que pour moi, l'argent, où est-ce qu'il est bien? Dans votre business. Dans votre business. Aujourd'hui, il va y avoir des opportunités, mais vous le savez mieux que moi, de croissance externe extrême. Donc, l'idée, c'est toujours de se dire combien il en faut dans ma boîte pour résister en stress test. Et tout le reste, qu'est-ce que je peux en faire? Investir dans des activités que vous connaissez parfaitement. C'est vous qui maîtrisez ces rendements-là. Michel, deux questions. La première sur les PGE. On revient un tout petit peu en arrière. Sur les PGE, un interlocuteur dit finalement, Michel, il vaut mieux vendre les PGE, il vaut mieux les rembourser, pardon, les PGE. Alors, les PGE, c'est quand même un filet de sécurité. C'est quand même un filet de sécurité. Ça veut dire que comme on ne sait pas encore jusqu'où on va, j'aimerais bien garder mon PGE en filet de sécurité. Un, à une condition, négocier les pénalités de remboursement et m'assurer qu'à l'intérieur, il n'y ait pas de clause scélérate, comme je l'appelle. Deuxièmement, c'est de se dire que ça peut jouer, ça va jouer sur vos ratios bancaires, votre cotation Banque de France et vos notations internes. Sauf si vous faites une communication en précisant bien que le montant de la dette PGE se retrouve en trésorerie. Autrement dit, je fais ma présentation, j'ai ma liasse fiscale, mais je fais toujours une présentation extra-comptable dans laquelle je présente effectivement ce PGE comme un filet de sécurité. Merci beaucoup, Michel. Et puis une question de Sonia, et j'imagine qu'il s'agit de Sonia Dubès. Question. Finalement, acheter des terres agricoles, est-ce que ce ne serait pas intéressant? Placer son argent dans les terres agricoles. Alors, moi, je suis pas assez calé dans le truc pour vous dire
les terres agricoles, mais en tout cas, ce qui me semble important, dans une phase qui peut être une phase de crise, c'est quand même de revenir aux fondamentaux. Quand même de revenir aux fondamentaux. Donc, je pense que, alors je ne sais pas où sont les terres agricoles, moi je ne m'y connais pas en terres agricoles, mais je me dis en tout cas d'avoir une vision en se disant, est-ce qu'il faut le faire? C'est déjà un début de réponse. En se disant, mais je vais le faire, mais pour combien? Quelle est mon exposition? Est-ce que c'est 100%, 80%? Mais tout est bon. Dans le cochon, tout est bon. Dans la banque, tout est bon. Mais essayons de segmenter ça. Merci beaucoup, Michel, pour cet exposé, également pour les sourires nombreux, multiples et surtout la clarté du propos. Merci.